Pour vivre, une plante fait face à un dilemme quasi impossible. Respirer ou boire. Si elle ouvre ses pores pour capter le CO2 dont elle a besoin, elle risque de perdre toute son eau et de mourir de soif. La solution à ce casse-tête se trouve dans des milliers de portes intelligentes sur chaque feuille, les stomates. Et ce ne sont pas de simples trous, non, ce sont de véritables machines vivantes, microscopiques, qui résolvent un des problèmes les plus fondamentaux de la vie sur Terre. Voici le programme de notre analyse. On va d'abord se pencher sur cet équilibre hyper délicat que les plantes doivent gérer. Ensuite, on fera un zoom sur cette porte vivante, le stomate, puis on va percer le secret de sa paroi qui est pleine de contradictions. On verra aussi comment les scientifiques arrivent à modéliser toute cette mécanique et enfin, comment tout ça peut nous aider à concevoir des plantes plus intelligentes pour l'avenir. Alors, commençons par ce dilemme. C'est un conflit que chaque plante terrestre affronte depuis plus de 400 millions d'années. Et elle doit le résoudre, chaque jour, juste pour survivre. Voilà la grande question. Pour vivre, une plante doit absolument absorber du dioxyde de carbone. Le problème, c'est que chaque fois qu'elle ouvre ses portes pour laisser entrer ce CO2, elle perd une ressource encore plus précieuse, l'eau. C'est un vrai numéro d'équilibriste. D'un côté, il faut faire entrer du CO2 pour la photosynthèse, ce processus qui transforme la lumière du soleil en énergie. Mais de l'autre, il faut garder l'eau à l'intérieur pour ne pas se dessécher. Et qui gère cet échange vital? Eh bien, ce sont les stomates. Ce sont eux les gardiens, les videurs à l'entrée, qui décident quand ouvrir et quand fermer la porte. Et pour bien saisir l'ampleur du défi, regardez ce chiffre. C'est juste incroyable. Jusqu'à 95% de toute l'eau qu'une plante perd s'échappe par ses pores minuscules. Et pourtant, ces pores ne couvrent même pas 3% de la surface de la feuille. On comprend tout de suite à quel point leur contrôle est absolument vital. Allez, maintenant qu'on a posé le problème, on va plonger au cœur de la solution biologique, le stoma lui-même. Voici donc nos fameux stomates. Surtout, il ne faut pas les imaginer comme de simples trous. Non, non, ce sont des valves vivantes, dynamiques, super sophistiquées. Chaque pore est en fait contrôlé par une paire de cellules qu'on appelle cellules de garde. Et elles agissent un peu comme des lèvres microscopiques qui changent de forme pour ouvrir ou fermer le passage avec une précision folle. Mais attention, tous les stomates ne se ressemblent pas. La nature a développé 2 designs principaux. La plupart des plantes, disons les haricots ou les tournesols, ont des cellules de garde en forme de rein. Mais les graminées, comme le maïs ou le blé, elles ont développé une forme bien plus avancée, en altère, et parfaitement organisée en rangées. Et cette structure, elle leur permet de réagir beaucoup plus vite au changement de leur environnement. Le mécanisme en lui-même, c'est un pur chef-d'œuvre de plomberie biologique. C'est de la physique pure en fait. Quand l'eau entre dans les cellules de garde, la pression, qu'on appelle la pression de turgescence, elle monte en flèche. Les cellules gonflent, se tendent, et en se déformant, elles ouvrent le pore. Et inversement, quand l'eau sort, la pression chute, les cellules se relâchent et hop, le pore se ferme. C'est simple, c'est rapide et c'est totalement réversible. Bon, maintenant on arrive au cœur du mystère. Comment la paroi de cette cellule de garde peut-elle être à la fois incroyablement solide pour résister à des pressions énormes et en même temps assez souple pour changer de forme sans arrêt? Eh bien, la solution, elle se trouve dans sa composition. La paroi, ce n'est pas un seul matériau, c'est un matériau composite super avancé, un peu comme de la fibre de carbone. C'est fait principalement de 3 sucres complexes, la cellulose, l'hémicellulose et les pectines, et le tout est maintenu par un réseau de protéines. Pour que ce soit plus clair, imaginez du béton armé. La cellulose, ce sont les barres d'acier, les fers à béton. Ça donne une résistance à la traction immense. Les hémicelluloses, ce sont les petits câbles qui attachent toutes ces barres d'acier entre elles. Et les pectines, c'est le ciment, mais un ciment flexible, un peu comme un gel, qui remplit les espaces et qui permet à toute la structure de se déformer sans jamais casser. Mais attention, si on s'arrêtait là, on passerait à côté de l'essentiel. Parce que la simple liste des ingrédients n'explique pas le comportement si particulier de cette cellule. Voilà le point crucial. Le vrai génie, il n'est pas dans les matériaux, il est dans l'architecture. C'est la façon dont tout ça est organisé qui est absolument brillante. Et ça, c'est une découverte fondamentale qui date de 1976, mais qui a tout changé. Des chercheurs ont compris que les fibres de cellulose n'étaient pas disposées au hasard. Elles sont organisées en rayons, comme des rayons de roue qui partent du centre du pore. Pensez aux pneus de voiture, les pneus radiaux. Eh bien, c'est exactement le même principe. Et c'est ça le véritable secret. Scientifiquement, ce concept porte un nom un peu barbare, l'anisotropie. Mais l'idée est toute simple. Comme les barres d'acier de cellulose sont disposées en cercle, la paroi est super solide dans le sens de la largeur, mais beaucoup plus souple dans le sens de la longueur. Résultat,
Quand la pression de l'eau monte, la cellule ne peut pas grossir comme un ballon, elle est forcée de s'allonger et de se courber. Et c'est ce mouvement qui ouvre le pore. C'est un design d'une intelligence incroyable. Ok, mais comment on fait pour vérifier une théorie pareille? Comment on teste la solidité d'une structure qui est 1000 fois plus petite qu'un grain de sable? Eh bien la réponse, elle se trouve dans le monde virtuel, grâce à la modélisation informatique. La modélisation in silico, en gros, ça consiste à créer un jumeau numérique de la paroi de la cellule. Ça permet de faire des expériences virtuelles qu'on ne pourrait jamais faire en vrai, comme par exemple changer la quantité d'un seul composant ou le rendre plus ou moins rigide et de voir en direct ce qui se passe. Et les résultats sont fascinants. Les modèles ont montré qu'il y a un seuil tritique. Tant que la plante fabrique au moins la moitié de la quantité normale de cellulose, ça va, la structure radiale tient le coup. Mais dès qu'on passe en dessous de 50%, l'architecture s'effondre. La paroi perd toute sa rigidité directionnelle et la cellule se met à gonfler comme un simple ballon, complètement incapable d'ouvrir le pore. Mais ce n'est pas tout. Les simulations ont aussi montré que la quantité ne fait pas tout. La qualité du matériau est tout aussi importante. Les fibres de cellulose elles-mêmes doivent être incroyablement rigides. Si elles sont trop souples, même si elles sont nombreuses et bien organisées, elles n'arrivent pas à contraindre la pression. Et là encore, tout le système s'écroule. Bon, on a parlé de choses très petites, de mécanique, de molécules. Maintenant, il est temps de prendre un peu d'auteur et de voir en quoi toute cette compréhension microscopique est liée à l'un des plus grands défis de notre époque. Tout ça nous amène à un concept qui est absolument clé en agriculture, l'efficacité d'utilisation de l'eau. En clair, ça veut dire comment on fait pour obtenir le maximum de récolte pour chaque goutte d'eau utilisée. Dans un monde où l'eau se fait de plus en plus rare, c'est l'un des objectifs les plus importants pour notre sécurité alimentaire. Et c'est là que la boucle est bouclée. En comprenant la physique fondamentale de cette paroi cellulaire, on a potentiellement les outils pour concevoir des plantes plus performantes. Imaginez des cultures dont les stomates réagissent plus vite, qui se ferment instantanément au premier signe de sécheresse pour économiser cette eau si précieuse. C'est ça le pouvoir de la biomécanique appliquée à l'agriculture de demain. On termine donc avec cette question, une question vraiment tournée vers l'avenir. Maintenant qu'on commence à percer les secrets de cette machine microscopique, est-ce qu'on pourra un jour concevoir des plantes parfaitement adaptées aux défis climatiques qui nous attendent? La science de cette minuscule paroi cellulaire est peut-être bien l'une des clés de notre avenir.